Bonjour les amis youtubeurs et fusionneurs. Nous allons nous intéresser, parce que je sais qu'un pas mal d'entre vous le sont, au chemin d'outils dans Fusion, donc dans le menu fabriquer, usinage. Vous avez deux familles de chemins d'outils, 2D et 3D. En fait, on a trois familles, parce qu'il y a aussi multi-axes, mais multi-axes en langage Fusion Autodesk, c'est plus que 3 axes. Donc on va rester dans 3 axes. Alors, pourquoi choisir 2D ou 3D? Et quelle est la vraie différence dans ces chemins d'outils, qui n'est pas nécessairement celle que vous croyez, et qui n'est même pas celle que souvent Autodesk indique. Je vais vous montrer la vraie différence à l'écran. On y va maintenant. Dans la partie conception, qui est relativement simple, mais qui nécessite quand même un certain nombre d'opérations pour être proprement usiné et que ça ressemble véritablement à ça. D'ailleurs, on va tout de suite aller modifier, parce que là on voit pas grand chose. On va changer l'apparence. On va mettre ceci sur le corps. Ok, fermé, on voit un peu mieux comme ça. Donc on repart dans notre partie usinage, fabrication, fraisage. Donc on a un bloc qu'on va tailler. Et sur ce premier usinage ici, j'ai 3 opérations. La toute première, on pourrait éventuellement s'en passer puisqu'il s'agit de surfacer. Je vais vous faire une simulation, comme ça vous verrez l'ensemble des opérations. Et la dernière, c'est donc ici circulaire pour pouvoir faire le cône. Si je ne prends que des opérations 2D, je ne peux pas faire mieux que ça. Si je prends des opérations 3D, là, en une seule opération, j'obtiens ce résultat qui est déjà un peu plus précis. Mais on va revenir sur quelle est la vraie différence. Alors, tout d'abord, je veux vous indiquer que pour pouvoir faire ce que je fais, qui est de directement, lorsque je clique sur une opération, je vois le résultat de l'usinage à la fin de cette opération. Vous n'avez pas forcément la même chose chez vous, et je vais vous montrer comment on obtient ça. Donc pour obtenir ceci, c'est-à-dire de voir le stock usiné à la fin de l'opération, vous avez 2 petits paramètres à régler. Le tout premier, c'est dans utilitaire, si je ne me trompe pas, fraisage, action, génération automatique de brut en cours de traitement. C'est ce qui fait qu'il va venir modifier le brut pour avoir une représentation virtuelle. C'est expliqué là sur le petit encadré, le petit pop-up. Donc si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas ce résultat-là. Il y a une deuxième chose qu'il faut faire, c'est de venir ici en bas, dans visibilité de la machine. Alors c'est pas afficher la machine que je veux, c'est visibilité du brut, afficher le brut en cours de traitement. Alors c'est pareil, si je ne fais pas ça, je n'ai pas ceci. Alors, chacun fait comme il veut, c'est des goûts et des couleurs comme on dit. Personnellement, je trouve ça bien pratique de ne pas avoir besoin de faire à chaque fois une simulation pour voir quel est le résultat à la fin d'un chemin d'outils qu'on vient de programmer. Encore une fois, rien d'obligatoire. Donc maintenant, donc ici on a des chemins d'outils 2D. Je vais faire la simulation rapidement pour vous montrer exactement comment ce qui se passe. On a d'abord notre opération de surfaçage. Ensuite, on a un adaptatif 2D où au fur et à mesure, on diminue. On enlève la matière qui correspond à la poche. La poche étant en fait le bloc de brut, tout simplement. Et ensuite, on a une troisième opération pour pouvoir dégrossir ce cône. On ne peut pas faire mieux en 2D. Au lieu de prendre, pour la dernière opération, au lieu de prendre une fraise plate, j'aurais pu prendre une fraise à boule. On aurait des belles vaguelettes au lieu d'avoir des escaliers, mais au fond, ça ne fait pas une grosse différence. Alors, quitter la simulation. Dans l'opération en 3 axes, vous voyez que là, je n'ai qu'une seule opération qui m'en fait autant, si ce n'est un peu plus, que les opérations 2D. Pas 3 axes, 3D, pardon.
Alors, voyons voir quelles sont ces opérations. On va repartir dans fabrication, fraisage, ici, 2D, on a nos opérations 2D, et on a nos opérations 3D. Alors, si je regarde la géométrie sélectionnée pour l'opération 3D, on va donc aller dans Éditer. La géométrie, il n'y a aucune limite d'usinage. On a simplement le modèle qui est... on ne sélectionne pas non plus des surfaces du modèle. Le modèle, il est en fait... Le modèle, il est ici dans la préparation, dans le setup, où on a sélectionné notre modèle comme on le fait normalement. Éditer, adaptatif. Ah non, pardon, on est toujours sur le chemin d'outils là. Donc ici, c'est pas possible ça. Voilà. Ici, si je fais éditer, le modèle, on a le corps du modèle qui, enfin je veux dire, il n'y a pas de mystère, c'est le modèle. Et c'est la seule chose, on n'a rien sélectionné d'autre. Alors que si je vais dans l'opération 2D en adaptatif 2D, ici, et que je regarde la géométrie, donc éditer, la géométrie, on voit que j'ai sélectionné différentes surfaces qui chacune, je fais en sorte que ça soit considéré comme des poches. Ces surfaces sont à différents niveaux et chacune d'elles est sélectionnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à propos de la réelle différence entre chemin d'outil 2D, chemin d'outil 3D? Bon, on a l'exemple sous les yeux. Un chemin d'outil 2D impose de sélectionner quelque chose de spécifique sur le modèle. Ça peut être une surface, comme c'est le cas ici, ça peut être une arête, ça pourrait être cette surface-là, mais avec un autre chemin d'outil, parce que avec la poche, je ne vais rien faire à ce cône. Ça m'impose de sélectionner quelque chose, comme je l'ai dit, une arête, une limite, une face, que je veux usiner. C'est-à-dire qu'il faut dire au chemin d'outil ce qu'il doit usiner. En 3 axes, 3D, pardon, je ne sélectionne rien du tout, j'ai sélectionné le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chemins d'outils 3 axes, comme les multi-axes d'ailleurs, sont entre guillemets intelligents. Ils connaissent le modèle et ils adaptent le chemin d'outils au modèle. On peut délimiter, là j'ai rien délimité du tout, mais je pourrais très bien, et d'ailleurs si je voulais continuer, mais c'est pas le but de la vidéo, le but de la vidéo n'est pas de vous montrer comment usiner une pièce, mais de parler de cette différence 2D, 3D. Si je voulais usiner en 3D proprement, avec une fraise à boule, ce cône, de façon à ce que la surface devienne lisse, et non pas avec des escaliers, je choisirais un chemin d'outil, d'abord une fraise à boule, je sélectionnerai, je restreindrai le chemin d'outil 3D entre mon cercle supérieur, mon cercle inférieur, de façon à lui dire que je veux qu'il ne s'occupe que de ça. Mais je ne sélectionne pas une surface spécifique, par différence avec le 2D. Alors, maintenant, et cette vidéo va être relativement courte, parce que c'est pas la peine de parler pendant des heures pour ne rien dire de plus. L'important, c'est vraiment de prendre en compte le fait que 2D, je sélectionne quelque chose de spécifique à usiner. 3D, je sélectionne un modèle ou une partie du modèle à usiner. Il connaît le modèle et il va adapter le chemin d'outil en fonction. Alors pourquoi, par différence avec ce que je vois à droite à gauche, et même dans certains cas dans des documentations Autodesk, pourquoi les usinages 2D ne concernent pas qu'un plan XY, alors que les usinages 3D concerneraient aussi XYZ? Tout simplement parce qu'en fait, on a des opérations 2D qui aussi changent en Z. C'est-à-dire qu'on a des opérations 2D qui vont suivre une ligne spécifique, mais qui vont aussi avoir des variations de hauteur sur l'axe Z. Il y en a 2, je vous les livre tout de suite. On va venir regarder ici parce que j'ai fait un petit exemple. Alors évidemment, donc ici, alors je vais supprimer pardon. Est-ce que je peux cacher ça? Je devrais pouvoir cacher tout ça.
Voilà. Je viens sur mes modèles. Je viens sur... Je vais cacher le corps. Je viens sur les esquisses que je veux montrer au contraire. Et je vais vous montrer la dernière esquisse. Voilà. Donc cette esquisse, c'est un spline. Alors là, on ne voit pas grand-chose, je suis d'accord. Mais c'est un spline, c'est donc une courbe, mais une courbe en 3D. Cette esquisse est en fait une esquisse 3D. Et on va voir que si je me remets... voilà. Donc là, si je regarde uniquement ce premier usinage, c'est un usinage avec trace. En 2D ici, on a trace, ou tracé si vous préférez en français, trace pour le dire en anglais, avec donc une fraise en cône, en chanfrein assez prononcée. Et donc je lui ai demandé de suivre cette ligne. Maintenant, si on regarde bien, si j'enlève, j'ai enlevé le modèle parce que si on regarde avec le modèle, on voit rien du tout. Si j'ai le corps du modèle, on voit du gris, donc on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Donc il faut cacher le modèle pour voir véritablement ce qui se passe. Je vais aussi cacher les esquisses. Et on s'aperçoit qu'on a bien ici notre pointe de notre cône qui suit la ligne. Et donc, suivant la profondeur, le trait devient plus ou moins large, puisque s'il doit descendre plus profond, le cône est plus profond, donc on a un trait qui est plus large. Et ça, c'est la preuve, ça montre bien qu'en fait, cette opération 2D a aussi une variation en Z. Il faudrait générer le G-code pour voir qu'on a des variations en Z, on ne va pas forcément le faire maintenant. Mais cette opération trace 2D a bien une variation en Z. Là, j'ai une deuxième opération trace qui est différente, puisqu'il s'agit de ces fleurs de lys. Le sketch, le dessin, est sur la surface du brut. Si je reprends les esquisses, ça doit être ça, voilà. Alors que je les ai cachées, on va remontrer les esquisses. Voilà, j'ai fait des miroirs pour avoir nos 4 esquisses dans les coins, et j'ai fait en diagonale 2 chemins différents pour chacune de ces fleurs de lys. Donc sur cette première fleur de lys ici, on a... Alors on va recacher les esquisses parce que sinon on ne voit pas grand-chose. On a tout simplement une profondeur, puisque l'esquisse, le dessin, étant la surface sur le dessus de mon objet, de mon modèle. Donc, puisque ça suit le trait, et que ce trait est à la surface du modèle, si je ne fais rien, ben on n'a rien, parce qu'il n'y a pas de profondeur. Donc là, dans les passes, on lui met un décalage en Z de moins 1 mm. Donc ma fraise à bout, en cône, va juste descendre de 1 mm, et c'est tout. Mais là, on est bien... On s'en fiche, on ignore les avertissements. Là, on est bien une opération, j'allais dire, 2D XY. C'est-à-dire qu'on descend à la profondeur Z, on reste à cette profondeur pendant tout le chemin. Donc là, cette opération trace n'a pas de modification du Z, puisqu'on est à la même profondeur. Par contre, on a une autre opération 2D qui, elle aussi, a des variations en Z, qui est celle-ci, et qui s'appelle graver en creux. Alors, cette opération graver en creux, fusion, j'ai pris une fraise beaucoup moins avec un V beaucoup moins prononcé pour pas que ça descende trop profond. Lorsqu'on fait une opération gravée en Z, je vais vous montrer ce qui est sélectionné. Donc on va éditer, géométrie, sélectionner. Donc là, ce qui est sélectionné pour la gravure en creux, comme ils appellent ça gravure en creux, bon, une gravure c'est en général en creux, on sélectionne ce qu'ils appellent des chaînes fermées. Donc c'est-à-dire qu'en fait on sélectionne le contour, on ne sélectionne pas la surface, on sélectionne le contour. Et c'est exactement le même principe que si c'était des lettres. Ce que fait Fusion, lorsqu'on a un contour comme ça, et qu'on ne donne pour les hauteurs, ici dans les hauteurs, on a moins 2,85, mais moi j'ai rien fait. Ce n'est pas moi qui ai indiqué cette hauteur, c'est Fusion qui l'a calculé.
Et il calcule cela de façon à ce qu'il remplisse, si vous voulez, entre les pleins et les déliés, il va remplir le fond. Et on voit ici très nettement sur cette pointe ici, on voit très nettement que pour remonter et avoir une pointe fine ici, ben on a forcément une remontée en Z. On descend plus profond, à peu près au milieu, là où c'est le plus large, et on remonte légèrement ici, de façon, en deux fois, de façon à avoir la fin de cette pointe de ma fleur de lys. Maintenant, si je vais modifier ce chemin d'outil pour aller lui indiquer une hauteur en Z, et pour avoir en fait un style assez différent, je peux lui mettre décalage moins 0,75 par exemple. On va faire OK. On va voir ce qu'il nous montre. Et on voit, alors même 1,75 c'est même beaucoup. Il faudrait passer à quelque chose comme 0,6 qui semble à peu près convenir. Là, on va vérifier ce qu'on a mis. Ce que j'ai mis, pardon, profondeur, hauteur 0,6, oui c'est ça, ça donne quelque chose qui n'est pas trop vilain, mais là il faut bien être conscient que c'est tout petit, si on veut mieux visualiser ces différences de style liées à la profondeur dans la gravure, il faudrait avoir un dessin qui soit quand même un peu plus grand. Là on est sur du... Voyons, on va tout de suite aller voir en fabrication conception. On repasse dans nos esquisses. On va faire D pour... on va éditer l'esquisse. Sinon on ne peut pas modifier. On fait D pour dimension. On va aller de ce point-ci à ce point-ci. Non, pas comme ça. Voilà, comme ceci. 20 mm, donc c'est piloté, oui. 20 mm, c'est pas grand. Un trait de 1 mm d'épaisseur par rapport à 20 mm, ça fait quand même beaucoup pour une gravure comme ça. Donc c'est vrai qu'on aurait quelque chose, enfin la pièce serait plus grande et on aurait quelque chose qui ferait autour de 40 ou 50 mm. On pourrait mieux apprécier les variations de style avec cette... ces différences de profondeur de gravure. Alors on va revenir là-dessus, on va cacher le modèle et les esquisses, voilà. Ok, voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo vous est utile. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, vous pouvez aussi venir sur le forum https lebrcnc.com barre de fraction ou / forums au pluriel. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. C'est l'endroit idéal pour développer les discussions. Les commentaires sur YouTube pour les discussions techniques, c'est pas terrible, notamment parce que je peux pas y mettre d'images. C'est assez limité, on peut pas faire tout ce qu'on veut dans les commentaires YouTube. C'est parfait pour commenter les vidéos elles-mêmes, mais c'est pas vraiment fait pour des discussions techniques sur les vidéos. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, venez vous inscrire sur le forum. C'est le lieu privilégié pour avoir des discussions plus approfondies. Pendant qu'on y est, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like, à vous abonner à la chaîne. Et aussi, vous pouvez devenir membre de la communauté LeBerCNC sur YouTube, ce qui vous permet d'avoir un certain nombre d'avantages, et notamment de pouvoir avoir accès aux fichiers dont je me sers pour faire ces vidéos. Encore une fois, merci et à bientôt, salut!